Bon, alors, vendredi, c'est retombé sur le service des eaux. Samedi, c'est retombé sur la voirie. Et puis, ben, dimanche, c'était RTT. Ah, c'est vrai que 2 jours de casse, je pense que c'est bien suffisant. Salut à tous, les rues du Bakou nous ont donné une course moyenne. Et pourtant, le week-end était parti en bordel dès le vendredi. Et du coup, dimanche, c'était relâche. Un petit peu trop même. Bon, bah, vu qu'on n'aura pas eu de casse pour la F1, sauf pour la F2, je sais pas si vous avez regardé la Formule 2. Ah, c'était vraiment épique. Faut regarder le débriefing des Formule 1 sur le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Moteur. Quatrième rendez-vous de la saison avec un week-end toujours mouvementé. C'est une question d'habitude à Bakou. Qui a mal débuté, on va pas se mentir. Tout a commencé le vendredi matin avec une bouche d'égout qui interrompt la première séance d'essai et qui pourrit par l'occasion le week-end de George Russell et de Williams. En plus de la sortie de Kubica en qualification, Quand ça veut pas, ça veut pas. je crois que le pire moment c'était quand la dépanneuse de la voiture de Russell a percuté une passerelle au-dessus du circuit, détruisant le vérin de la grue de cette dernière. À un moment, on serait cru dans le sketch du garage Gaudin. Ah bah il a fallu qu'on dépanne la dépanneuse. C'est pas drôle. Samedi aussi, c'était animé, je le disais à l'instant avec la sortie du Kubica à la fin de la Q1, au pied du château de la vieille ville. Vous savez, ce fameux virage 8 serré comme c'est pas permis. Sauf que le pire, c'est quand au même endroit en Q2 que le favori du week-end a tapé. Oh non. Eh oui, je parle de Charles Leclerc. Ah, terrible image. Terrible pour le pilote monégasque. Lui qui avait maîtrisé les deux séances d'essai, il commet l'erreur qu'il fallait éviter. Oh non, oh non, oh non. Et alors qu'on partit pour une pole rouge, malgré tout, avec... Si, quand même, Vettel était là, il aurait pu faire l'affaire, il était derrière. Eh bien, c'est les Mercedes qui sont passés devant, avec Valtteri Bottas devant Lewis Hamilton pour la première ligne, avec une pole en 1 minute 40 et 495 millièmes. Donc sur la grille, on a 2 Mercedes et une Ferrari derrière. Et des pistes, on en aura Pierre Gasly, Robert Kubica, et Raikkonen, mais pour ça on verra plus loin dans le débrief. Parlons de la course où le départ est tout simplement calme, malgré un début de duel entre Bottas et Hamilton. Et encore, le Finlandais fera pas un excellent départ. Mais par contre, un vrai duel respectable entre les deux pilotes Mercedes, avec une marge entre les voitures parfaite, qui tournera court vu l'écart que Valtteri Bottas va mettre à la fin du premier tour. Oh la vache! Le gap entre les deux, énorme. Ah, vraiment, vraiment. Ah, je sais qu'il y a de grandes lignes droites à Bakou, mais l'écart, terrible. Mais la suite, bah, sera moins drôle. Bah, la seule chose qu'on pourra voir pendant une bonne partie de la course, ce seront les remontées de Charles Leclerc et de Pierre Gasly. La raison, elle est due à leur stratégie pneumatique. Alors que la plupart des pilotes sont en pneus soft, les plus tendres, nos deux protagonistes seront en médium, la gomme entre le tendre et le dur. Le médium, le milieu, le... Bref, vous m'avez compris. Eh bien, ce pneu fonctionne mieux pour toute la durée de la course. Et tout le monde ira dire que ce pneu peut faire l'intégralité de la course. Ah, c'est sympa. Bon, les arrêts sont obligatoires. Bon, bah, on n'a pas le choix. Et d'ailleurs, ça va pas traîner. Leclerc attaque une grosse remontée dès qu'il arrive derrière Sébastien Vettel vers le deuxième tour. Et bah, ce dernier va troquer ses softs pour les médiums. S'en suivra les Mercedes et les autres. Avec tout ça, c'est Leclerc qui va prendre la tête de la course et Pierre Gasly va même passer de Max Verstappen avec le jeu des arrêts au stand. Bon, plus tard, les deux pilotes Red Bull vont échanger leur position, vu que le néerlandais est plus rapide avec ses pneus neufs que le normand. Et après, plus rien. C'est nul! Quelques dépassements, mais sans plus. Après une qualification mouvementée et 2 courses de Formule 1 bien animées aussi. Bon, la F2, si c'est pas animé, c'est plus la F2. Ça, c'est clair. Si on a eu un drôle de moment. Daniel Ricciardo et Daniel Kvyat. Ah, ils nous ont fait quoi les deux?
Ah bah là ça a été drôle. Le pilote Renault essaie de passer la Toro Rosso. Mais il va louper son freinage, entraînant le russe dans l'échappatoire. Bon, rien de surprenant à ce moment-là. Ça aurait pu en finir là. Sauf que Daniel Ricciardo veut reculer et il ne va pas voir que Kvyat est encore derrière lui. Oups. Non seulement les deux pilotes vont abandonner et l'action sera sous enquête des commissaires. Résultat pour Daniel Ricciardo, 3 places de pénalité à la prochaine course sur la grille. Mais pendant ce temps-là, il se passe que la stratégie feel good de Charles Leclerc s'effondre et les deux Mercedes remontent sur lui. C'est bien simple, en peu de temps, le Monégasque perdra le leadership de la course en 2 tours. Mais le pire, c'est que le Monégasque verra même Vettel le passer dans les 2 tours suivants. Ah merde! Et pour aggraver la situation, Ferrari va tarder pour arrêter le jeune pilote. Bah juste après que Vettel l'ait passé, tiens. Leclerc était là, Vettel d'à côté, l'entrée descend de l'autre. Bah non, il n'est pas rentré, ils n'ont pas rappelé. Et pourtant Leclerc disait il serait peut-être temps de s'arrêter, hein. Ferrari. Bon, au début on était content de voir une stratégie Ferrari marcher pour la gagne. Si, on était content. Et elle s'est retournée contre elle. Non. Et elle n'a pas réagi. Ferrari, pas la stratégie. Mais pourquoi ne pas avoir arrêté Leclerc après que les Mercedes les passaient ou alors pité 2 fois? Oui, j'ai dit pité. Coucou design moteur. Bon, entre les consignes de position et les stratèges qui ne réagissent toujours pas en course, on se demande comment Ferrari pourra battre Mercedes. Ouais, parce qu'en attendant, hein, Mercedes et Valtteri Bottas signent un nouveau succès. Mais surtout, le constructeur allemand signe un 4e doublé dans la saison et en 4 courses. Comment voulez-vous trouver des arguments pour la suite? C'est très compliqué. Et pendant ce temps-là, pour les autres, ah, bah on a vu Red Bull qui était quand même en forme pour ce week-end, mais va commettre une boulette avec Pierre Gasly à la fin de la 2e séance d'essai du vendredi. Il se passe que le Normand est appelé à la pesée de la FIA, mais il va rejoindre son stand pour s'entraîner avec son équipe. Entraînement d'arrière au stand, ou de pit, entraînement de départ, tout ça. Ce que je comprends pas, c'est comment Red Bull et Gasly ont commis cette erreur. Bon, Red Bull aurait pu prévenir son pilote, ou alors la FIA aurait pu avertir l'équipe, ou directement Gasly, je sais rien. Parce que c'est pas avec les 2 panneaux sur le côté de la voie des stands que les pilotes vont s'arrêter. Bah, c'est vrai, attends, hein. Le pilote, il est là, avec son volant, il a le halo au milieu, d'un côté, la pesée, de l'autre, t'es pas nous dit, faut que tu t'arrêtes. Ça, c'est encore un coup à ce que la FIA se retrouve avec une balance pétée comme l'a fait Vettel au Brésil l'année dernière. Ça a coûté cher d'ailleurs. Bref, résultat, il devait partir des stands. Comme Robert Kubica après son accident samedi, tu m'étonnes, vu le carton qu'il s'est pris. Et puis aussi Kimi Raikkonen qui a appris dimanche matin sa disqualification des qualifs pour un aileron avant non conforme. Ah, monde de merde. Week-end noir pour Williams au passage après tout ce qui s'est passé pour eux depuis vendredi. Et pour revenir à Pierre Gasly, alors qu'il a effectué une grosse remontée, une superbe course. Ah bah voilà que la mécanique le lâche. Merci Ron. Ah non, Honda, pardon, excusez-moi. Et cela va déclencher une virtual safety car. Et merde. Par ailleurs, pas une safety car en course. Pour les autres, Racing Point et McLaren, parlons d'eux, les 2 équipes amèneront leurs 2 voitures dans les points. Donc oui, Lance Stroll marque des points à bas coût. Oh putain, oui. Contrairement à vendredi où il avait tapé le mur pendant la 2e séance d'essai. Et pendant ma pause au travail en plus, attends. Bah tu sais, c'est toujours sympa de regarder son sport favori à son boulot pendant sa pause. Et de voir que tu t'es fait stroller, et bah ça casse tout. Et bah au final, un week-end mouvementé, c'est le mot, sauf pour la course. Mais malgré tout, cela nous confirme vraiment que Mercedes est au-dessus du lot. Ma note de la course, 4 sur 10. Bon, on s'est ennuyé. Les classements du championnat après 4 courses, eh bien les voici.
Cela nous donne Valtteri Bottas leader pour un petit point devant Lewis Hamilton. Sébastien Vettel est rattrapé par Max Verstappen. Grosse performance pour Sergio Perez qui va passer devant Pierre Gasly et Kimi Raikkonen. Tout comme Lando Norris qui va passer Kevin Magnussen. En deuxième partie du tableau, on retrouve les deux pilotes Renault qui sont vraiment dans la mouise et Carlos Sainz qui marque ses premiers points de la saison. Toujours 4 pilotes à 0 points, Giovinazzi, Grosjean et vous savez qui. Et du côté des constructeurs, Mercedes creuse encore l'écart face à Ferrari, qui creuse aussi un petit peu l'écart face à Red Bull. McLaren et Racing Point remontent au classement, un point sépare les deux équipes. Ils passent devant Alfa Romeo et Renault qui commencent vraiment à chuter au classement. Alors là, c'est la terrible désillusion pour l'équipe française. Je sais pas qu'est-ce qui se passe en ce moment, ils ont beau nous rassurer avec leur discours, on ne les croit plus. C'est la merde dans l'équipe française. 4 courses. 7e du classement constructeur. Oui, ça va, ils sont tranquilles, ils sont tranquilles, ils sont tranquilles. Eh ben, vous savez quoi? Renault, sortez-vous les doigts du cul! Oh là là là, tout ce qu'il faut pas faire pour enregistrer une vidéo. Attends, je remets bien la casquette, le micro, tout ça, voilà. Bon, ben du coup, il est temps de voir où on va se rendre pour la prochaine course. Palabra espagnol, amigos? Si? No? Bon, bah tant pis. Direction Barcelone pour le Grand Prix d'Espagne. Le tracé catalan situé dans la banlieue de Barcelone, à Montmelo exactement. 4 km 655 pour le tracé, 16 virages à parcourir 66 fois pour les pilotes. Une distance d'un peu plus de 307 km pour la course sur un tracé qui n'aura aucune surprise pour tout le monde. Barcelone, tout le monde connaît ce tracé, vu que c'est celui qui est utilisé pour les essais hivernaux, et ce, depuis des années. Et c'est aussi le circuit d'une grosse évolution pour les voitures et les équipes. C'est vrai que beaucoup d'évolutions vont arriver à ce moment-là, c'est presque une coutume. Vu que les voitures ont été testées là-bas en hiver, autant voir comment ça va réagir avec les nouveautés. Quand on sait que depuis Melbourne, c'est plus les mêmes voitures et ainsi de suite, bon, on pourrait dire que c'est presque plus beaucoup le cas aujourd'hui. Mais ça reste toujours intéressant de voir le jeudi les possibles nouveautés sur les voitures. On revient sur le tracé catalan depuis 1991, avec déjà une image incroyable. C'est celle de Nigel Mansell et Ayrton Senna côte à côte dans la ligne droite des stands, avant que le pilote Williams prenne l'avantage sur le Brésilien. C'est aussi en 1996 la première victoire de Michael Schumacher avec Ferrari. Et ce appuie, victoire pluvieuse, victoire rose. Ah oui, vraiment, elle a chier celle-là. Hein? Ou bien l'abandon de Mika Hakkinen dans le dernier tour en 2001, alors que le Finlandais avait largement course gagnée. Ce sera aussi dès 2005 la fièvre Alonso où l'Espagnol s'imposera 2 fois en 2006 et en 2013. Ou encore l'improbable victoire de Pastor Maldonado en 2012. Et comment oublier la première victoire de Max Verstappen, aidé par le double abandon de Mercedes en 2016. À votre avis, on se souvient plus de quoi? Le double abandon ou la victoire de Mad Max? Ah, c'est vrai qu'il s'en est passé des choses sur ce circuit, mais qui nous apporte pas vraiment de grandes courses. Si ce n'est parce que je viens de vous narrer. On peut tout de même espérer de bonnes choses pour cette année, mais à voir. Pourquoi pas un 5e doublé des Mercedes? Ah non, si c'est ça, il y en a qui vont se prendre. Les horaires de la course, les voici, les voilà. Les horaires standards pour chaque week-end européen. Vendredi, la première séance de 11h à 12h30. La deuxième de 15h à 16h30. Le samedi, la séance d'essai aura lieu de midi à 13h. Les qualifications de 15h à 16h avec un départ pour la course à 15h10. Donc voilà, avec ces horaires, on a vraiment le vrai début de la saison européenne pour la Formule 1. Sans suivre Monaco, un petit passage au Canada, la France, l'Autriche, tout ça, et ainsi de suite, qui va nous amener jusqu'en Italie pour la saison européenne. Et c'est sur ce triste commentaire que se termine la vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver le briefing sur le site internet, le compte Twitter, sur YouTube. N'hésitez pas à partager la vidéo, la commenter, à faire ce que vous voulez. Et on se retrouve dans 15 jours pour le Grand Prix d'Espagne, à Barcelone donc. Merci, bravo, à bientôt.